tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Fat ou de Top. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous, donc il est un peu épuisé après ce Pinaïnaï magnifique que nous avons eu le week-end dernier, enfin les jours derniers. Mais il est là aujourd'hui, il a tenu à être là aujourd'hui, donc bienvenue à Monaura, Teheura, Yorana. Yorana Mouete, et merci de m'avoir invité dans cette émission. Monaura, on ne te présente plus, tu es aujourd'hui très connu sur la scène médiatique et notamment culturelle locale, mais finalement j'ai découvert moi-même que tu étais un Tamarifa. Explique-nous ça. Alors Tamarifa, ah oui, depuis le début, puisque je suis, entre guillemets, malheureusement né à Papeete, un peu comme tout le monde, à la clinique Cardella. Mais mes parents, avant de m'avoir conçu, ou m'ont conçu à Fa'a, même à Pamatei, sur les hauteurs. Et puis, voilà, donc moi j'ai fait toute mon enfance dans Pamatei, au lotissement Puarata, dans lequel on retrouve aussi Ahitiro Mataroa, donc qui était mon voisin depuis tout petit. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis encore. D'accord, donc vraiment grandi ici, les racines bien à Fa'a. Oui, exactement. Donc les racines plantées dans Fa'a, malgré diverses origines de mes parents, hein, puisque mon père, lui, est de Rurutu et ma mère, elle, vient de Huahine avec des origines chinoises également. Alors, dis-nous un peu ton enfance à Fa'a, tes premières années, tu vas où à l'école, comment ça se passe, quelles sont les activités de Monaura enfant? Alors, malheureusement, on pourrait dire que l'enfance dans le cadre privé se passe bien à Fa'a, mais toute l'année scolaire, parce que j'ai des parents qui travaillent en ville, se font à Papeete. Donc, je commence la maternelle à l'école Lagon Bleu, je poursuis à l'école Tipperary-Plage. Mais c'est vrai que l'enfance se passe très bien dans ce quartier-là, puisque on est plusieurs enfants à jouer au bord de la route, où c'était encore possible de le faire. Il n'y avait pas énormément de voitures, les routes n'étaient pas bitumées, il n'y avait pas d'éclairage non plus à Pamatei. Il y avait surtout beaucoup d'arbres, des arbres fruitiers. Il y avait ce acajou qui surplombait un peu le garage qu'on avait, l'avocatier, les manguiers. Puis on se trouvait aussi dans un tumuora pour voilà, faire des jeux d'enfants tout simplement. À cette époque où on n'avait ni jeux électroniques, ni iPad, etc., ni smartphone. Pas Facebook encore. Pas Facebook, voilà. D'accord. Et donc ensuite tu poursuis au collège. Alors, je poursuis tout simplement au lycée Paul Gauguin. Il n'y avait pas encore de collège de Tipperary. Et donc, lycée Paul Gauguin de la 6e à la terminale. Et après, on suit un peu la vague de tout le monde. On part en France. Je pars en France, à Paris, avec un peu comme dans un schéma classique, cette nostalgie du pays qui naît finalement. J'étais pas conscient de la chance que j'avais en vivant dans cette belle commune de Fa'a. Et j'en suis conscient dès que j'arrive à Paris, dans cette grisaille, dans ce pays gris finalement, en noir et blanc, avec non seulement des décors en noir et blanc, mais des gens en noir et blanc. Des gens qui voient la vie en noir et blanc. Je suis à peu près, dans les années 95, on est en plein plan Vigipirate, et j'emprunte effectivement ce RERB où il y a eu un attentat. Et le noir et le blanc, et le contraste entre le noir et le blanc est de plus en plus prononcé en quelque sorte, puisque on se sent à part finalement. On y va avec un sentiment crédule, patriote, parce que sur cette carte d'identité, il y a inscrit de nationalité française, et on se dit, ben tiens, je vais découvrir cette France qui m'a adopté. Et on se retrouve confronté à cette forme de racisme, hein, quelque part, où on est mis à l'écart d'une société. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Et c'est très dur, c'est très dur. Je me retrouve notamment embarqué par la police, parce que on dit que mon permis de conduire qui me servait de carte d'identité était un faux, donc il y a un contrôle, et puis finalement on me relâche. On me relâche avec le plaisir, avec le sourire finalement, parce qu'on se rend compte que je suis de Polynésie et que les Parisiens ont encore ce cliché de la Polynésie, la carte postale de ces vahinés, de ces tanés nus au bord de la plage. Et là encore, on est égratigné. Malgré la gentillesse des gens, la vie de cette carte postale, on est blessé, parce que on a l'impression quand même d'être un sous-peuple
clairement. Et on a l'impression de ne pas correspondre à cette image-là. Et on essaie malgré tout de se défendre, de dire que à l'intérieur d'une noix de coco, il n'y a pas que de l'eau de coco, il y a toute une histoire, il y a une culture et il y a des pensants finalement. Alors justement, parlons un peu de culture. À quel moment est-ce que cette fibre culturelle en toi commence à s'épaissir? Est-ce que déjà adolescent au lycée Paul Gauguin, il y a les prémices du Monaoura d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est un peu comme beaucoup d'étudiants finalement de notre génération ou même des générations actuelles, ce déracinement provoqué par le départ pour les études en métropole, cette confrontation au regard de l'autre, qui finalement fait ressurgir un peu ce besoin d'identité. À quel moment chez toi ça arrive? L'arrivée en métropole est révélateur seulement. En fait, ça arrive assez tôt, puisque mes parents, qui viennent d'un milieu très défavorisé, par la force des choses et par la sueur de leur front, ont réussi socialement dans leur vie et se retrouvent mêlés, mon père étant ministre à l'époque, à cette espèce de néo-bourgeoisie née parmi les autochtones de notre pays. Et je suis éduqué un peu comme ça, avec ces enfants de bonne famille qu'il faut mettre au piano au conservatoire. Donc on me met au piano avec une prof métropolitaine et ça ne me plaît pas du tout. Et cette prof, alors pour la petite anecdote, n'aimait pas recevoir ses élèves tout transpirants. Alors tout bonnement, avant le cours de piano, je courais dans le conservatoire, je faisais 3-4 tours de terrain pour arriver tout dégoulinant au cours de piano. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Elle me disait, je te prends pas en cours, tu es sale, tu transpires, je veux pas te prendre en cours. C'est tout ce que j'attendais. Et là, j'allais voir les cours de danse traditionnelle dispensés à l'époque par mamie Louise Kimitete. Et de mercredi en vendredi, elle me voyait là et elle me disait mais tu veux danser, t'y intéresser? Et je dis oui. Et donc me voilà à commencer la danse grâce à mamie Louise et je me retrouve à être non officiellement le premier élève garçon du conservatoire, donc de ce qu'on connaît aujourd'hui, conservatoire artistique de Polynésie. Mais alors tout ça, je me garde de le dire à mes parents. Ah oui, tout ça en cachette de tes parents. En cachette de mes parents, et à chaque fois que je rentrais, c'était alors le piano, oui, très bien. J'ai appris Beethoven, ça, fantastique. Oui. Et comment tu te débrouilles? Non, je suis pas très doué, hein, donc voilà. Je passais les examens de piano, alors que j'avais rien appris de l'année. Je me pointais aux examens puisque les parents recevaient une convocation pour m'amener aux examens. J'y allais la tête haute et j'y sortais la tête haute aussi parce que je savais qu'à côté je faisais une chose extraordinaire qui était le Horiteti. Voilà, je faisais ça dans mon coin sans en parler aux copains parce que quand on est adolescent, finalement. Pareil, il y a des clichés en se disant que la danse c'est pour les filles ou voilà. Alors si tu fais de la danse quand tu es un garçon, on va te traiter certainement de PTA, on sait pas. Hein. Ça c'est encore les stéréotypes de gamins, ouais. hein, les stéréotypes de gamins. Alors du coup, à côté de ça, je faisais également du judo, alors ce que font tous les garçons, du basketball à Centrale. J'ai fait également de la boxe avec Vaillard Gobré, juste à côté. Que j'ai eu la chance d'interviewer il y a 2 semaines. Ah, d'accord. Bon, j'espère qu'il est en forme. En tout cas, ça a été une très belle expérience. Donc, voilà. J'ai mis les gants grâce à lui. Et puis, voilà. Juste sans faire vraiment de compétition, sans de réel combat, mais ça a été très bien. Et par rapport à la danse, donc effectivement, il y a eu ce départ en France en 95 et ça a été le révélateur de tout ça. Je me suis dit, après tout, si c'est le seul moyen de me rattacher quelque part à mon pays, pourquoi pas? Et puis, il y avait une demande sur place, il y avait les rassemblements étudiants. Et dans l'association des étudiants de Paris, il y avait une demande et il y avait une grosse émulation. Donc, j'ai commencé à danser avec l'association. Et puis, j'ai dansé également avec Terry Taputu et sa femme qu'il vient de perdre. Donc, oui. je rends hommage à sa femme aussi, avec qui j'ai travaillé, Lulu. Et pour le restaurant Tahiti Soleil, on était très très bien payé. Alors pour un étudiant, c'est extra. Tout pour un étudiant comme moi qui utilisait son prêt pour les sorties et les voyages dans les pays limitrophes de la France, c'était super bien payé. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, j'avais la possibilité de manger le maa Tahiti
à Paris le dimanche quand je dansais. Là, c'est du luxe. C'est du grand luxe. Et voilà, et puis à mon retour donc en 97, je reste pas très longtemps puisque finalement je me sens pas très bien en France. Je reviens au pays pour finir mes études à l'Université du Pacifique. Alors des études dans quelle filière? Alors je fais des études donc de lettres et civilisation en anglais. Voilà, parce que par la force des choses, encore une fois, de père en fils, voilà, mon père était prof d'anglais également, et ma cousine, et voilà, et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, et c'est quelque chose, c'est une matière qui me plaisait, d'autant plus que mes parents m'envoyaient très fréquemment en séjour linguistique en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, et voilà, par la force des choses, je finis donc par faire des études d'anglais. Je poursuis donc la licence ici, tout en dansant, donc en commençant en 97 par le groupe Heikura Nui de notre copain Iriti Hoto, et 97, 98. Et enfin, en 99, je m'attache tout simplement au groupe Otaitier dirigé par Marguerite Lai, dans lequel, au fil des années, je deviens donc Atiratiatia et ensuite chorégraphe donc du groupe. Voilà. D'accord, donc vraiment une affirmation de cette passion pour la danse. Donc tu deviens également donc, professeur. Alors je deviens... Parallèlement, donc, prof d'anglais en 2002. Alors, c'est assez drôle puisqu'il y a aussi une affirmation identitaire qui naît en moi, qui se traduit par les cheveux que je laisse pousser. Ça a l'air assez bête finalement, hein, mais je les ai toujours longs, du coup. Et lorsque je fais mon stage en 2002, donc j'ai réussi donc le concours en France. On est en stage une année. Je suis d'abord affecté au lycée hôtelier et là, la proviseure adjointe du lycée hôtelier me demande de me couper les cheveux. Donc, par souci de propreté, je refuse. Donc, je refuse. Je dis que c'était culturel, c'était proprement culturel. Je ne pouvais pas le faire. Elle insiste, je refuse à nouveau. Et là, donc, un rapport naît et l'inspecteur est donc destinataire de ce rapport, ce qui me vaut, entre autres, un redoublement. Grâce finalement à ça, je me retrouve dans un retour aux sources puisque je suis affecté la deuxième année de stage au lycée de Fa'a et où je rencontre un proviseur formidable, M. Goré à l'époque, qui m'accueille comme je suis. Et conscient qu'avoir un Tamar Ifa'a au sein de son lycée est un atout finalement. Donc il me demande de prendre en main le gala de Fa'a, le gala du lycée de Fa'a, pour justement mettre toutes ces forces, toute cette énergie des élèves vers un objectif au mois d'avril. Et au-delà de ça, pouvoir utiliser toutes les matières qui sont enseignées au service du gala. Donc, je prends un exemple, on enseigne la gestion administrative. Donc, ces élèves-là s'occupent des lettres envoyées à Tefareto Hitinui pour les réservations. Les structures métalliques et les menuisiers s'occupent des décors, les finitions de la peinture, les coutures faisaient un défilé de mode. Un projet global. Un projet global et montrer l'intérêt des enseignements du lycée de Fa'a, puisqu'on peut le voir justement, on peut y voir une concrétisation au sein d'un gala, un projet qui stimule tous les élèves. Et donc ce gala aujourd'hui, depuis 2002, a donc 13 ans. Voilà. Ah oui, c'est un bébé dont tu peux être fier. Ouais, très fier, très fier. C'est surtout un travail commun. On se retrouve dans un travail commun de la communauté scolaire entre le personnel et les élèves, donc les différents personnels, que ce soit les profs, les agents d'entretien, etc., ou les agents administratifs. Je me retrouve finalement au sein d'un projet qui me plaît puisque on est clairement dans l'essence même de notre peuple, c'est-à-dire la communauté. La communauté qui se met au service d'un projet. Et c'est les différentes forces, finalement, qui se mettent en place pour monter ce projet positif. Et je me retrouve de plus en plus confronté à cette essence de notre identité. Les années passées, et encore cette année, on a toujours cette petite polémique. On ne va pas nous rentrer dans la polémique, mais sur, tu sais, cette passion qu'ont les Japonais, et les Japonaises notamment, pour notre Oritaiti, avec ces centaines de Japonaises tout au
plus charmantes les unes que les autres, qui viennent au conservatoire, qui participent au Heiva pour certaines. Et quel est ton avis là-dessus, sans rentrer dans la polémique? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif de pouvoir partager avec ces personnes donc, notre Holy Treaty, ou est-ce que, comme on a pu l'entendre sous d'autres voix, est-ce que c'est quelque chose, finalement, un peu une dépossession de notre culture? Quel est ton avis là-dessus Alors j'ai un avis évolutif. Effectivement, au départ, je pensais que c'était très risqué pour nous de partager notre culture parce que on a une crainte chez nous, dans notre peuple, c'est le vol de mémoire. Et c'est une crainte qui existe presque génétiquement puisque elle naît tout simplement de notre histoire. Et avec l'évolution sur mon parcours de vie, tout simplement, et je peux pas dire le contraire puisqu'aujourd'hui je fais des allers-retours au Japon pour dispenser des ateliers de chorégraphique au Japon concernant le Holy Treaty. Je me dis que pour que perdure notre culture finalement, il faut qu'elle soit diffusée. C'est vrai qu'il faut qu'elle soit diffusée d'abord chez nous, c'est le travail que l'on fait sur le terrain, mais il faut aussi qu'elle soit diffusée à l'étranger. Mais on est conscient de ce qu'on enseigne, sans trop en donner, en disant aux Japonais, si vous en voulez plus, ben venez chez nous. Revenir à la source. Voilà, revenez à la source, ce qui va permettre peut-être aussi à notre pays d'avoir plus de touristes. Ben, on est conscient de ça. Donc, il faut le faire en toute conscience. Le Holy Treaty, souvent, on voit nos jeunes adolescents qui arrivent au Holy Treaty et chez eux, ça marque aussi un peu la naissance de cette fibre identitaire, de cette fibre culturelle. Certains arrivent, ils ne parlent pas du tout le réo, ils dansent sur des chants qu'ils ne comprennent pas ou dont ils ne saisissent pas la profondeur. Et très rapidement, pour la plupart d'entre eux, tu me contredis si je dis des bêtises, ils prennent conscience de ça, de cet écart qu'il y a entre ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont au démarrage. Et ils s'investissent en fait dans l'appropriation de leur culture, ils se mettent à apprendre le réo, à apprendre à faire eux-mêmes leurs costumes. Toute cette confrontation directe avec leur culture, chez beaucoup, provoque un déclic. Et donc j'en viens un peu à c'est pas une question, mais à la naissance de Pineinei. Pineinei finalement naît un peu de cette friction entre le monde du Holy Treaty et celui du réo. Oui, alors Pineinei est né parce qu'il y avait un retour obligatoire à faire en quelque sorte. Parce qu'au Heiva, on a de la danse et on a un visuel esthétique avec du mouvement, de la musique. On oublie parfois que à l'origine de tout cela, il y a la parole, il y a le mot, il y a le verbe, il y a l'action, et qui est donné par l'écrivain, par l'auteur. C'est lui qui donne l'impulsion, la thématique. Et c'est là même que nous trouvons la source de tout mouvement dans le Holy Treaty. Le mouvement ne naît pas de l'abstrait, ne naît pas du vide. Le mouvement naît de ça, de cette parole. Et on se rend compte que cette parole tire sa source finalement d'un héritage. C'est tout ce cheminement que le danseur fait finalement. Il se dit, le Aparima que je chante n'est pas qu'Aparima. Il a été donné par des anciens. Et finalement, je dois le porter aujourd'hui pour que quelqu'un d'autre plus tard puisse à son tour le porter. Et il y a cette conscience-là effectivement chez le danseur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certains arrivent avec ces complexes de non-maîtrise de la langue, mais comme le complexe est partagé avec la communauté de danseurs, finalement, on commence à se décomplexer et on commence à le chanter sans le comprendre. Et finalement, c'est bien aussi. On commence à manipuler les mots. On manipule les mots et on les apprivoise. Et après les avoir apprivoisés, on va chercher l'essence du mot pour savoir ce qu'il veut dire. Et on est demandeur du sens. Et le sens est important, puisque dans ce sens-là coulent les racines même de notre culture, la culture d'un peuple, de notre société. Et est né alors Pineinei, parce que Pineinei se dit, finalement, à un moment donné, en 2011, avec l'association Literama Oi, comment rendre grâce, finalement, à ces mots, à cette écriture. Faire des lectures dans le marché, comme on le fait actuellement, comme on a commencé, on avait initié avec l'association. Et j'ai proposé donc de dire que la danse et la musique allaient rendre grâce, allaient rendre hommage à l'écriture.
parce que c'est un juste retour des choses. Et c'est ce que nous avons fait au sein de Pinay. Que finalement le corps soit le support du mot, que la musique soit le support du mot, soit l'écho du mot. Et à l'intérieur de Pinay, ce qui est extraordinaire, c'est que les auteurs qui viennent avec un acte qui est assez courageux quelque part. Parce que l'acte d'écriture est un acte singulier, presque égoïste, si je peux me permettre, parce que je m'adresse à un auteur. Et finalement, dans Pinay, on s'abandonne pour se mettre au service de la communauté. Et finalement, cet acte devient pluriel. Il faut pouvoir justement se dire, j'accepte les autres, j'accepte les idées des autres, j'accepte une réinterprétation de mon texte par le metteur en scène, et justement pour recréer un sens et enrichir finalement toute une culture. C'est ça qui est incroyable, de la part des auteurs, de la part des lecteurs. Alors j'imagine que chacune maintenant on est à la 5e édition. Exact. Chacune de ces éditions de Pinay est une aventure différente de la précédente et qui sera certainement différente de la prochaine. C'est exactement ça, c'est que les mots se renouvellent tellement, et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que il suffit de prendre nos propres mots et dans sa diversité, accepter la diversité de chacun finalement, des autochtones de notre pays, pour que s'enrichisse finalement la culture. Et c'est ce qui fait l'enrichissement de Pinay au fil des années. Est-ce que c'est pas trop compliqué, ça doit l'être quand même, de conjuguer à la fois ta vie professionnelle classique d'enseignant, dans tes fonctions de chef de troupe, chorégraphe, et également de maître, je sais pas quel est ton titre, mais de chef d'orchestre de Pinay. Est-ce que tout ça, j'imagine que ça te tient occupé? Ah, ça me tient occupé, ça raccourcit les nuits de sommeil. Hein. Finalement, plusieurs collègues m'ont posé la question à un moment donné, mais comment tu fais? Parce que nous, déjà, on s'en sort pas. Pour le moment, j'ai un paramètre qui ne joue pas pour l'instant avec ma femme, c'est que on n'a pas d'enfant. Et qu'en plus, elle me suit dans tous les projets, donc c'est quelqu'un qui me soutient. Elle est aussi complètement dans le domaine de la culture, une danseuse fabuleuse. On la salue au passage. Je la remercie surtout au passage parce que voilà, et puis elle a un héritage culturel qui est important aussi. Et puis tous les deux, on mène ce chemin ensemble et parfois c'est lourd, on est d'accord, mais c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant que toutes les douleurs et toutes ces souffrances finalement se transforment en bonheur. Pas qu'un bonheur personnel, mais un bonheur collectif. Et c'est ça qui est beau de voir, c'est ce bonheur partagé. Partagé au sein de la troupe et partagé dans le regard du public que l'on croise finalement au salut final. Alors, le Heiva s'est achevé il y a quelques semaines, finalement, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous êtes déjà en préparation du prochain Heiva ou est-ce qu'il y a un temps de pause où on se dit on va laisser un peu, on va prendre un peu de souffle et puis après on va réattaquer? Quel est le timing en fait d'une troupe comme celle dont tu t'occupes par rapport au cycle, je ne vais pas dire infernal, mais au cycle récurrent, immuable des Heiva? Pour être un peu plus clair, je n'ai pas de troupe moi-même. J'ai décidé au fait d'être chorégraphe, metteur en scène indépendant, d'aider les troupes voilà, au fil des Heiva. L'année dernière, par exemple, j'étais avec le groupe de Koko Hota Hota, Temaeva. J'ai beaucoup travaillé avec Mateata Le Gaïk et le groupe Toakura. Il y a de fortes chances que l'an prochain, je me retrouve aussi avec le groupe de Mateata. Pour prendre l'exemple de Toakura, cette troupe se présente tous les 3 ans au Heiva Itheti. On a travaillé ensemble sur le Marais Ararhau cette année à la demande donc, du conservatoire artistique pour y présenter donc Te Aroha Mamaya. Magnifique spectacle. Et voilà, donc l'année prochaine certainement le Heiva avec une rude compétition. Et comment se passe en fait la magie entre le ou la chef de troupe, le chorégraphe, l'auteur du spectacle? Ça se passe toujours bien ou est-ce qu'il y a parfois des frictions? Vous êtes des fortes personnalités en général dans le monde de la culture, on a des personnalités affirmées et j'imagine que parfois ça doit discuter sec. Oui, pas forcément avec Matata, mais avec d'autres chefs, avec Marguerite par exemple, avec qui j'ai travaillé très 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 longtemps et ça a été un très bon souvenir.
il y a eu des moments de tension, puisque il y a ce moment où on pense avoir la meilleure idée finalement, et chacun maintient son idée. Il faut bien qu'à un moment, l'un ou l'autre cède, et puis voilà. Mais il y a toujours cette forme de respect qu'on a toujours, oui. Et malgré tout, la pirogue est menée jusqu'au bout de son cap. Donc ça, c'est extraordinaire. Malgré les tempêtes, malgré la houle, on arrive à bon port. C'est un beau message. Alors justement, en parlant de message, est-ce que tu as, toi, un message à adresser à notre jeunesse, cette jeunesse de Faa qui parfois se cherche, souvent se cherche, parfois avec bonheur se trouve, mais souvent aussi n'arrive pas à se trouver. Est-ce que tu as un message à destination de nos jeunes? J'ai surtout un message à l'adresse des parents. Et des jeunes parents comme des vieux parents, parce que là où je suis dans mon métier, on constate effectivement que les parents ont démissionné de leur fonction de parents et on se retrouve un peu parents à leur place. On a oublié au fait d'inculquer nos valeurs de chez nous, qui sont importantes. Il n'y a pas de valeurs meilleures que les nôtres, puisque nos valeurs appartiennent à notre terre. Elles ont été conçues à partir de notre terre. Ces valeurs qui constituent notre identité. S'approprier d'autres valeurs, c'est un peu se travestir quelque part. Mmh. Il ne faut pas avoir le complexe par rapport à cette identité que nous avons. Soyons fiers, et c'est pas pitoïste, c'est pas nombriliste d'être fier de soi, d'être fier d'un peuple. Au contraire, parce qu'on va au-delà de son pito. Mmh. On va dans les tripes, dans le aou, et on puise tout cela, cet héritage, pour l'offrir à nos enfants. Et c'est ça qu'on a oublié aujourd'hui. Et j'espère que les parents soient conscients de ça et qui vont justement attraper tout cela pour que cette génération change aujourd'hui. Lorsque Tavana Oscar Temaru parle de il faut planter, il faut pêcher, bien sûr, ça lui a valu à l'époque l'hilarité totale de certains, mais dans ces mots-là, aussi simples, c'est ce qu'incarne finalement le Maori à travers ses valeurs. Parce que pêcher finalement et planter ramène à la communauté, ramène à des situations de partage et qui ne sont pas individualistes. Et c'est là qu'il faut voir le message du sage dans ses valeurs. Eh bien, Monaura, sur ces bonnes paroles, nous arrivons au terme de notre émission. Ça passe très vite. Je pense qu'il faudra qu'on en fasse d'autres sur peut-être des thèmes plus ciblés. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation ici à Faa to the Top. Maruru.